bonsoir. Nous allons ouvrir la séance du conseil municipal. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va demander à Ariel d'être secrétaire, s'il lui reste encore un peu d'encre dans son crayon. Je crois que c'est confirmé. Nous allons avoir l'appel d'abord. Oui, j'ai demandé l'appel. Excusez-moi. Paul là-dedans a donné un pouvoir à Cyril Duval, Bernard Alban, oui. Mireille Média, Sandrine Boisson, Nathalie Cazu a donné procuration à Jean-Sébastien Laurent, qui est en conseil d'école, donc il va arriver avec un petit peu de retard. Pascal Cognat, Bernadette Agonet, Corinne Dudu, Olivier Dumas, présent. Quand j'en parle, le voilà. Cyril Duval, Nelly Duvernay, Carole Faubette a donné procuration à Marie-Ange Pavel, Virginie Fraisse a donné procuration à David Garros, présent. Pierre Gobet, présent. Jean-Sébastien Laurent, présent. Pierre Yagre a donné procuration à Marielle Thomas, Anthony Maufroy, absent, oui. Hélène Mercier a donné procuration à Corinne Dudu, Anne-Marie Perret, oui. Philippe Pro a un conseil d'école, donc il arrivera avec un petit peu de retard. Marielle Thomas, Pierre Bouillon a donné procuration à Pierre Gobet, excusez-moi, Nicolas Zielinski, et moi-même. Et moi. Je t'ai oublié, Alain? Mais c'est pas dramatique. Je suis présent. Disparu. On analyse émargement, d'ailleurs. Ben oui. Je comprends, je savais qu'il m'arriverait quelque chose. Ben non. Non, j'ai contourné. Mets ton bonnet où, Je t'ai rajouté la main. C'est la génie. Voilà. Alors. Allez, nous arrivons donc à l'approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 12 juin et 12 juillet, non pas du 18 septembre. Y a-t-il des observations par rapport à ces deux conseils qu'il y avait eu de ces deux comptes rendus? Pas d'observation? Passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Nous arrivons au dossier numéro 1. Et l'élection des membres élus au CCAS. Donc, comme on l'avait évoqué un petit peu au dernier conseil municipal, le tout dernier, c'était celui qui était concernant le plan de l'urbanisme, mais celui d'avant, du 18 septembre. Donc, la recomposition du CCAS. Et donc, il revient donc d'élire les membres du conseil donc, du CCAS, tout simplement, en créant des listes, puisque nous avons eu des démissions qui ont eu lieu successivement. Pour ce qui est de la liste, donc mon maire avec vous, on a eu la démission de Madame Chouot, il y avait 5 personnes qui étaient dans la liste, donc ça permettait toujours de siéger comme il le fallait. Et suite à la démission de Madame Mison, par contre, ça ne permet plus d'avoir une représentation suffisante pour les membres de la minorité. Ainsi, ce qui vous est proposé, ce sera un vote à bulletin secret. Donc on vous fait passer les petits bulletins, et de proposer évidemment deux listes, puisque pour être représentatif. Sur ces listes, je rappelle, pour ce qui est de mon maire avec vous, donc il y avait, et qui ont maintenu leur candidature, Nathalie Cazu, dans l'ordre, Mireille Média, Virginie Fraisse, Anne-Marie Perret, et donc se rajoute Nelly Duvernay, pour faire les 5. Concernant votre liste, Alain,
Donc, J'ai pas eu de. Non. vous ne notez qu'une seule personne? J'ai pas eu De candidature particulière. D'accord. De votre côté, il n'y avait que Christiane Mison. C'est le que Christian. D'accord. Et donc personne ne souhaite se mettre dans la liste? J'ai pas entendu effectivement de sollicitation de la part de mes collègues. D'accord. Donc, je ne pense qu'une réponse négative. Bon. Est-ce que dans la liste, l'autre liste, il y a d'autres personnes qui souhaitent se rajouter? Non? Bon, attendez, Mireille, je sais celui déjà. Bon, eh bien, on va faire en... Donc je répète la liste: Nathalie Cazu, Mireille Bédia, Virginie Fraisse, Anne-Marie Perret et Nelly. Si une émission, on sera amené à se revoir pour faire une nouvelle élection. Bon, bientôt, minimum. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Donc la liste Mon maire avec vous. Ah non, Mon maire avec vous. Bon, voilà. Vous direz aux listes 1, peu importe. Hein. Vous mettez comme... il n'y a plus qu'une liste. Oui, Mon maire avec vous. Comme ça, ou évidemment, ou pas. Tout le monde a son bulletin? Non. Ah, pardon. Non, vous avez raison. Il est arrivé après. Le débat. Le débat, c'est quoi? Oui, ah, pardon. Le débat n'avait pas commencé. Très bien. Oui, pour ceux qui ont une... On va prendre un papier, si c'est. C'est bon? On va en avoir un. Moi j'avais pas. C'est démocratique. Là, il y en a un. Il y a un nom limite. Un papier blanc. Oui. Et merci. Nous allons nommer 2 assesseurs. Je ne veux pas dire le doyen, Bernard. Et Pascal. Ouais. Et la cadette.
Blanc. Montmerle avec vous. Blanc. Montmerle avec vous. 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 Blanc. Montmerle avec vous. 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 Blanc. Montmerle avec vous. 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 Et Montmerle avec vous. 4 blancs. C'est bon? 21 d'entre eux, on met avec vous et 4 blancs. Donc la liste a été élue. Je vous en remercie. Merci les assesseurs. Le dossier numéro 2 est la rémunération des intervenants périscolaires. Sur ce document, nous avons souhaité qu'il y ait directement une inscription par échelon de la rémunération, c'est-à-dire avec des rémunérations sans diplôme, en formation et diplômés. C'est quelque chose que vous connaissez pour les élus communautaires, puisque ça existe déjà au niveau de Visio-Crèche, tout simplement puisqu'ici, nous souhaitons aussi, au niveau de la CAF, rentrer dans le fonctionnement de l'ALSH, c'est-à-dire l'accueil de loisirs sans hébergement, et qui nous permet également de rentrer dans un autre financement avec la CAF, puisque, ayant modifié notre encadrement, principalement pour l'encadrement périscolaire du midi, on en avait parlé sur cet encadrement qui est multiplié et qui permet d'accompagner les enfants au mieux, et de nous inscrire également, donc au niveau de Pass Loisirs, les activités du mercredi matin, puisque là aussi c'est une possibilité qui est offerte au niveau de l'État, et nous attendons d'avoir lecture, puisque c'est un débat au niveau de la caisse d'allocation familiale, pour savoir si nous pouvons avoir un financement complémentaire qui pourrait être porté jusqu'à 1 € maximum par enfant et par heure d'encadrement. Il n'y a pas évidemment de surcoût supplémentaire par rapport à la grille qui est indiquée ici, mais comme encadrement, il y a des obligations en fonction des personnes qui sont formées et qui ne sont pas formées. Et vous pouvez le constater, il est bien normal que les personnes qui sont diplômées soient un peu mieux rémunérées que les personnes qui n'y soient pas. Et ça peut permettre d'inciter, surtout aussi, les personnes qui ne le soient pas, à se mettre en formation, pour rappel, comme on l'avait fait avec Sarah Lemoine, entre autres, et qui permettait de rentrer dans ce type de catégorie. Et qui a obtenu son BPGEPS pour information. Et puis, ils sont indiqués, vous les avez ici, sans diplôme brut 10,47 € en formation 12,17 € et diplômé 15,39 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pour information, les parents payent combien pour le Pass Loisirs? Est-ce qu'au niveau de l'amortissement, est-ce que c'est un animateur pour 14 enfants
Oui, le même principe avec les sociétés et les sociétés ou les associations extérieures, puisque pour le pass loisir, on a prorogé l'idée des TAP ou des NAP, nouvelle dénomination, sur lesquelles on souhaitait qu'il y ait une continuité qui puisse s'effectuer. C'est pour ça qu'on parle de plan mercredi aujourd'hui au niveau de l'État, pour toutes les collectivités qui ont arrêté les NAP. Je rappelle que ces NAP ont été arrêtés au souhait des parents et que le prix était identique à celui qui était pratiqué pour les NAP, donc qui fonctionne avec un quotient familial. Aujourd'hui, on a 40 enfants qui participent à ces nouvelles activités périscolaires. Alors, ça nous a permis également de recentraliser le poste de la coordinatrice Christiane Girard, puisqu'elle n'ayant plus les TAP, donc elle a permis de différencier et de trouver pour partie une solution sur son temps, sur son emploi du temps, mais également, et vous le verrez un peu plus loin d'ailleurs dans les décisions qui seront présentées tout à la fin de ce conseil municipal, qui a du temps qui est rajouté à la médiathèque et qui a permis des ouvertures supplémentaires de la médiathèque. Donc les prix sont identiques. Il y a une modification qui a été effectuée au niveau tarifaire pour cette rentrée. C'est le prix de la maternelle, donc de la garderie périscolaire le matin, qui a été mis au même prix que l'élémentaire. Ça a été discuté en conseil d'école au mois de juin, d'ailleurs, pour la bonne et simple raison, c'est que notre politique n'était pas de souhait d'avoir plus d'enfants de la maternelle, mais au contraire, qu'ils sont plus fatigués et qu'ils soient mieux encadrés à domicile, par exemple avec des assistantes maternelles, qu'au niveau scolaire. Quant à l'amplitude horaire, elle est exactement la même, c'est-à-dire qu'on les reçoit du même moment le matin jusqu'à la même heure le soir. Ça fait un petit peu la traduction tout de suite avec le dossier numéro 3 d'ailleurs, qui est du règlement. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Tout à fait, c'était plus pour... Est-ce que vous avez une vision, il n'y a que septembre pour le moment, par rapport au nombre d'enfants qui fréquentent sur l'amortissement, le coût pour la commune Oui, on avait fait un prévisionnel, on va vous le présenter, puisqu'on l'avait déjà présenté à un conseil municipal au mois de juin, justement, qui va vous indiquer les évolutions au moment de la suppression des TAP et justement de ce nouvel encadrement. Ça vient. Voilà, est-ce qu'avec une présentation de 40 enfants, ça rentre dans ce qui était attendu? Ah oui. Avec une rémunération comme ça des animateurs, on rentrera dans les frais? On rentre dans les frais, tout simplement, on a réduit par exemple le nombre d'animations au vu du nombre d'inscriptions, de préinscriptions. Donc on n'est pas resté sur 11 animations, on est tombé sur 7 animations. On a adapté littéralement donc, en fonction du nombre d'inscriptions. Pour éviter justement qu'on soit en dépassement et qu'on n'ait pas, au bout d'une semaine à peu près, on a arrêté par exemple l'atelier qui était fait sur le théâtre. Il n'y avait que 4 enfants de mémoire qui s'étaient inscrits, donc la personne nous a dit, bon bah en accord, j'arrête l'atelier, et bon, voilà, on n'a pas continué l'activité. Voilà, donc ça c'était la différence est de 1561 €. Sans les aides de la CAF, c'est pour cette raison que je vous disais, en fonction du plan mercredi, ça peut changer la donne. Et on peut, à quelque chose près, entre ce qu'on déboursait pour les TAP et ce qu'on fait aujourd'hui avec un encadrement différent aussi, c'est surtout ça, au niveau sécurité, pendant l'encadrement de la pause méridienne, on arrive exactement au même budget. Donc on n'a pas réduit le budget et on n'a pas non plus dépensé outre mesure. Pardon? Il n'y a plus du tout de TAP, mais par contre, ça n'a pas réduit le budget. Non, comme je viens de l'expliquer, c'est parce qu'on a augmenté l'encadrement des enfants à la pause méridienne, ce qui n'était pas le cas. Il y avait 2 personnes qui faisaient l'encadrement de la pause méridienne, on est passé à peu près à 5 personnes. Pour être dans les taux d'encadrement, donc on est à 5 personnes. Je rappelle qu'au conseil d'école, il avait été évoqué, dans les deux d'ailleurs, un conseil d'école, que ce soit de l'élémentaire ou de la maternelle, ce manque d'encadrement et d'accompagnement des enfants pendant les repas, mais également aux toilettes. Et donc, constatant ceci, soit on restait dans un encadrement qui était largement inférieur, qui était prévu par celui, je le rappelle historiquement, de celui du sous des écoles, et qui était une association, et notre souhait était plutôt de bien les accompagner. Et ça a 2 impacts. Le troisième, surtout, donc je viens d'évoquer les 2 premiers, on a répondu à la sécurité, on a répondu donc, pour les enfants, donc l'accompagnement, et l'accompagnement des toilettes, mais je rappelle l'accompagnement des repas aussi. On constate qu'on a moins de gaspillage déjà, dès
ces premiers mois de fonctionnement, puisque les enfants, il y a une personne qui est là pour passer dans les tables, les servir et vérifier où ils en sont, inciter à goûter aussi. Voilà où a été transféré le personnel, l'activité des TAP différemment. Et encore une fois, là je pense que c'est pour le bien des enfants, et j'en suis intimement convaincu, évidemment, je pense que vous l'êtes aussi, mais c'est surtout le fait que ça permette de rentrer dans ce nouveau fonctionnement et qui va nous permettre de demander à la CAF un autre type de financement. Parce qu'on était en contrat enfance-jeunesse et donc on est en train de regarder les probabilités de bascule de l'un à l'autre et surtout de pouvoir bénéficier du plan mercredi, ce qui fait que voilà, on n'aura pas de dépenses supplémentaires, bien au contraire. Cette fois, j'ai pu répondre. Avec les éléments chiffrés, c'est quand même un peu mieux quand on peut vous remettre dans le débat, c'est normal, je vous ai évoqué les étapes qu'on avait d'habitude. Il ne faut pas hésiter. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? On arrive au dossier numéro 3, qui est le règlement intérieur des accueils périscolaires. Alors, principalement, ce qu'il apparaît, si vous avez pu lire ce document, et je l'espère, les quelques éléments qui ont pu changer, eh bien, l'accueil périscolaire il a été modifié sur la partie du soir, et comme je le précisais tout à l'heure, les horaires sont identiques en espace d'ouverture, c'est-à-dire à 7h45 environ, à 5 minutes près par rapport à l'année précédente, et puis le soir, ça ferme toujours à 18h, si je ne m'abuse, 18h15, donc l'amplitude est exactement la même, mais le changement il est avec le ramassage autocar, puisque les TAP s'arrêtaient à 16h et qu'ils prenaient en charge jusqu'à 17h, donc le temps, par exemple, de l'autocar. Ces TAP n'existant plus, on modifie notre règlement pour pouvoir l'adapter. Un règlement qui est modifié aussi, évidemment, concernant le mercredi, puisque là, dans le cas présent, il n'y a plus d'école le mercredi. Voilà en substance les seules modifications qui ont été apportées au niveau de ce règlement intérieur. Réadaptation suivant le nouveau mode. Des observations? Donc c'est peut-être pareil que sur l'ancien règlement, mais j'ai remarqué que donc, le personnel n'est pas autorisé à donner des médicaments, et c'est pas précisé en cas de PAI. Donc ça veut dire que les enfants qui ont un PAI ne sont pas acceptés. Oui, c'est vrai, en PAI. C'est vrai qu'avec un PAI, ils peuvent être amenés à donner des médicaments. Si vous en êtes d'accord, on peut le rajouter dans le règlement, avec PAI, oui. Ça vous va? Ouais. C'est juste précisé sur la page de Oui, pour l'apport de repas. Donc on va la... L'apport de repas, c'est juste un peu au-dessus, je crois. Sur Oui, sur les médicaments. Donc, on va le rajouter. Si vous êtes tous d'accord, ça ne change rien pour eux. Très bien. D'autres observations? Bien, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Le dossier numéro 4 est la création de postes pour les hébergements touristiques. Eh bien, je laisse la parole à Marielle. Alors, c'est une création de poste pour les hébergements touristiques. Je vous rappelle qu'en fait, on ne parle plus d'un côté du camping et de l'autre côté du futur gîte Castel de Valrose, mais des hébergements touristiques. On avait déjà changé le nom des budgets qui étaient associés à ces deux
à ces deux équipements et on va continuer donc avec les ressources humaines qui sont attachées à ces équipements. Donc je ne vais pas vous relire la note de synthèse puisque vous l'avez tous lu. L'idée en fait c'est donc d'avoir un responsable, un responsable contractuel, toujours pour l'instant contractuel, de catégorie B, dans un premier temps pour une durée de 1 an renouvelable, ou titulaire catégorie B ou C, permanent et à temps complet. On en avait déjà discuté, on en a parlé en commission bien entendu, et on en avait aussi, je crois, déjà discuté une fois ici, sur le fait qu'avec ces deux hébergements, la saison, en fait, les histoires de saison n'existaient plus et qu'il pouvait donc y avoir à nouveau un responsable à temps complet sur toute l'année. D'autant plus que maintenant que les finances du camping sont assainies, on peut budgétairement commencer à se projeter et à se permettre cette organisation sans que ce soit dangereux sur le plan financier. Un agent technique contractuel d'un an renouvelable ou titulaire de catégorie C, permanent avec un temps de travail de 28 heures hebdomadaires annualisé. Donc là, l'idée c'est d'avoir un agent technique qui soit rattaché aux hébergements touristiques. Puisque aujourd'hui, tout ce qui est technique est fait par les services techniques. Mais ce qui est compliqué, c'est dans l'organisation, parce que il y a des priorités qui se font jour, et c'est difficile de prioriser entre ce qui est nécessaire en ville et ce qui est nécessaire dans les hébergements touristiques. Donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui soit plus précisément attaché aux hébergements touristiques, ce qui n'empêchera pas sur certains points les services techniques d'intervenir aussi sur les hébergements, mais sur des choses qui ne seraient pas dans le quotidien. Qui bénéficiera d'un logement pour nécessité absolue de service. Donc ça, c'est... Enfin, pour moi, c'était soit le responsable, soit l'agent technique. Ouais, voilà. Donc ça va dépendre un peu des profils et des personnes qu'on aura, mais quoi qu'il en soit, comme aujourd'hui, l'hébergement qui est situé au camping devra être occupé, puisque le camping doit être surveillé aussi dans la saison d'ouverture du camping, et que il y a le Castel qui n'est pas loin et la personne doit aussi être en capacité d'intervenir rapidement. Donc effectivement, l'idée c'est d'avoir une personne qui ait ce logement pour nécessité absolue de service avec la réglementation qui va autour, à savoir que ça peut être le responsable ou l'agent technique. Comme d'habitude, un agent d'accueil saisonnier, donc contractuel de catégorie C. Donc ça ne change pas, du 1er avril au 30 septembre 2019, 20 heures hebdomadaires annualisées. Et un agent d'entretien contractuel saisonnier de catégorie C à temps complet entre le 1er juin et le 30 septembre. Donc là, en fait, c'est le changement aussi qui est proposé par rapport à l'entretien qui, jusqu'à présent, était fait par une société. Ça fait plusieurs fois qu'on rediscute de ce sujet-là, avec une satisfaction moyenne et un manque de réactivité par rapport au nettoyage, notamment au camping. Et là, va venir en plus les gîtes, enfin le gîte. Donc l'idée, c'est d'avoir plus de réactivité et plus de présence pour une meilleure qualité. Donc pourquoi du 1er juin au 30 septembre? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas nettoyer le reste du temps, hein. Mais l'agent technique, en dehors de cette période du 1er juin au 30 septembre, et le responsable et l'agent d'accueil seront mis à contribution aussi sur le nettoyage en dehors des hautes saisons.
pour que le nettoyage sera bien fait, mais disposé autrement, organisé d'une autre façon. Et enfin, un animateur saisonnier, 21 heures par semaine entre 1er juillet et 31 août, donc c'est exactement la même chose que les autres années. Donc en fait, sur l'agent d'accueil et l'animateur saisonnier, pas de changement par rapport aux autres années. La seule chose, c'est qu'on les fait voter tous en même temps, comme ça c'est plus pratique et vous avez une visibilité plus globale. Et puis pourquoi on fait voter maintenant? Parce que si on passe à des postes sur l'année, il faut qu'on puisse les recruter au plus tôt, donc il faut que le vote se fasse au plus tôt pour qu'on puisse lancer les recrutements. Oui, bien sûr, c'est pour 2019, mais si on veut commencer à lancer les annonces, il faut qu'on puisse le voter avant. Donc au niveau financier, en fait, le coût ne va pas beaucoup varier. Comme vous avez pu le lire, le fait qu'on n'ait plus le marché d'entretien, de nettoyage, cet argent il est réinvesti dans les ressources humaines dont je viens de vous parler. Avec le budget qu'on avait précédemment, ça porte la capacité salariale à 80 000 €. Et le coût prévisionnel des recrutements que je viens d'énoncer est estimé à 83 000 €. Donc c'est un coût prévisionnel estimé, qui va varier selon le recrutement. Donc c'est 3 000 € de différence qui est une somme relativement minime et qui va être compensée, je pense, par les hausses de fréquentation. Il ne faut pas oublier que là, on vient de signer le contrat avec AXI, comme on vous l'avait dit, pour continuer à mettre en place la professionnalisation des réservations et de la publicité du camping. Et ça devrait nous apporter encore plus de monde. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres de résultats du camping pour cette année de façon définitive. Je pense que ça sera sur le mois de novembre. Voilà, mais la saison est plutôt bien par rapport, malgré les investissements qu'on a réalisés. Donc on est dans la bonne marge de notre business plan initié en début d'année 2018. Et ça suit son cours et on est sur la droite ligne de ce qu'on s'était fixé. Voilà, que vous dire d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce point? Moi je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, des commentaires. Je m'excuse, mais comme je n'étais pas là au vote conseil, ça a peut-être déjà été débattu sur... Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la fiche de poste de cet agent du responsable, sur les tâches qu'il aura à faire? Parce que j'ai un peu de mal à imaginer avec le camping fermé une bonne partie de l'année, avec le gîte qui est... la location est gérée par Gîtes de France sur un site. L'entretien, on avait vu au dernier conseil qu'il y avait 8 heures d'un agent communal déjà pour le ménage. Ce qui n'est pas énorme, vu la grandeur du gîte, pour ceux qui le connaissent. Et si vous vous projetez sur le nettoyage, c'est pas énorme. Mais et dans ces 8 heures, il n'y a pas que... alors, pour l'instant, il n'y a pas que du nettoyage, il y a aussi là ce qu'il faut bien comprendre sur le gîte. Avec Gîtes de France, c'est que Gîtes de France, en fait, s'occupe, nous met en ligne les réservations sur son site. Mais Gîtes de France ne fait rien d'autre. C'est-à-dire qu'un gîte, certes, ce n'est pas une maison d'hôtes où on va faire la cuisine pour ses hôtes et être là avec eux 24/24, mais il faut quand même les accueillir. Et les accueillir, c'est pas simplement donner des clés, c'est les accueillir, leur expliquer le fonctionnement du gîte. C'est aussi faire la promotion touristique du territoire. Donc c'est un temps passé avec eux. Et puis il y a un état des lieux de sortie qui demande aussi du temps. Donc voilà pour la réponse. Pour le responsable du camping,
En fait, alors plusieurs choses. En dehors du temps d'ouverture, il y a d'abord un temps de repos, puisqu'il faut savoir que le responsable du camping, il n'est pas à 37 heures, 35 heures tout au long de l'année, toutes les semaines de l'année. Il va faire beaucoup plus d'heures pendant la saison, ce qui est logique. Et donc il va avoir des temps de repos et de récupération hors saison. Mais il ne va pas, bien sûr, pendant 6 mois être en repos. Le reste du temps, il y a quand même un entretien à faire sur le camping, des reprises de peinture, des petites réparations. Il y a aussi tout l'aspect commercialisation qui va lui être délégué, c'est-à-dire aller chercher du business, parce que les clients, il faut aussi aller les chercher. Nous, notre business plan, c'est quand même ne plus être attentiste et attendre que les clients arrivent. Là, ça fait plusieurs années qu'on a mis en place un redressement un assainissement et un redressement des finances de ce camping. Mais la deuxième étape dans laquelle on est actuellement, c'est vraiment de le faire vivre et d'aller chercher les clients pour faire une bonne fréquentation, le faire connaître, l'améliorer. Et tout ça, ça prend du temps et ça se fait pas généralement en saison. En saison, on va donner envie aux gens de revenir. En hors saison, on va tout faire pour qu'ils viennent et qu'ils réservent. Voilà. Donc c'est pas simplement un responsable, un gardien ou quelqu'un qui a l'accueil en saison, c'est un vrai responsable d'hébergement touristique. Et il aura aussi un rôle à jouer sur le Castel de Valrose, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on s'est laissé 1 an en étant exclusif Gîte de France, parce que c'était beaucoup de travail, et on en parlera après, de lancer ce gîte, qu'on ne pouvait pas tout mener de front si on voulait faire les choses correctement. Donc là, on s'est attelé à l'équipement, à la mise en route de ce gîte, en s'appuyant uniquement sur Gîte de France, mais en sachant que sur l'année 2019, la commission va travailler sur la mise en place de moyens de commercialisation interne, et que le but, c'est qu'à partir de 2020, on soit en partenariat avec Gîte de France, mais qu'on soit aussi maître de la commercialisation de ce gîte, pour se donner le maximum de chances d'avoir un maximum de locations et une bonne couverture de pub. Donc ça, c'est du travail, et le responsable des hébergements touristiques va accompagner la commission dans cette mission-là, ou plutôt l'inverse. La commission accompagnera le responsable dans cette mission-là. Pour le Castel, c'est marqué une prévision de recette de 15 000 €, mais est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus précisément On vous fera parvenir, parce que là, on refait tous les conseils municipaux d'avant. D'accord. Soit je vous laisse vous rapprocher des délibérations qui ont été mises, parce que sinon, là, on ne va pas venir dans débattre. J'entends, hein, vous pouvez bien vous imprégner des dossiers, sauf que je ne les ai pas tous prévus sur le PC quand même. Parce qu'on ressort le budget prévisionnel. Je rappelle que le Castel, ce n'est pas une volonté de la majorité. Castel, c'est quelque chose qui a été imposé, et qu'on en subit les conséquences, et qu'on essaye d'en limiter les pots cassés. Le Castel, on essaie d'en limiter les pots cassés en essayant d'en faire des recettes. Que si on n'avait pas le Castel, on serait resté exactement dans les mêmes conditions de recrutement qu'on avait fait, et de recul stratégique qu'on avait pu effectuer au niveau du camping. Or, les gîtes, ça ne peut pas être ouvert en clé 24/24, c'est-à-dire avec une mise à disposition d'un service automatique et d'un code pour pouvoir rentrer. Ce n'est pas autorisé. Je l'aurais bien souhaité, c'est quand même plus commode, les hôtels le font, mais ce n'est pas autorisé dans le cadre des gîtes. Par conséquent, la solution a été mûrement réfléchie, comme Muriel le disait, c'est qu'on a jumelé le budget des gîtes prévisionnels au budget du camping. Vous pourriez me dire qu'à la lecture du budget du camping, quand vous le lirez auparavant, la masse salariale n'était traitée qu'à proprement dit des emplois permanents ou des occupants du camping. Il n'y avait pas
de traçabilité des coûts annexes des services techniques. L'an dernier, c'était ni plus ni moins qu'environ 50 interventions au niveau du camping. Quant au temps qui a été mis ici, je peux vous assurer qu'il a été tiré au plus près pour qu'il puisse être rentable et opérationnel. Il n'y a pas une heure de plus, malheureusement, pour que justement le budget soit tiré au plus près. On vous redonnera ces éléments, hein. Je vous le dis, puisque le budget de gîte, on avait déjà effectué un budget prévisionnel. Pour rappel, c'est 38 000 € de déficit par an, quoi qu'il en soit. Rien qu'en le laissant faire. Alors, laissant fermer, excusez-moi. Rien qu'en le laissant fermer. Donc, d'où cette recentralisation et de dire, Marie l'expliquait tout à l'heure, pour qu'on ait ce souci de clientèle et non pas de service et de service communal, il faut qu'on ait des personnes affectées réellement aux hébergements touristiques pour qu'ils aient ce souci permanent de priorisation de la clientèle et non pas d'une priorisation partagée d'administrés et de clientèle. D'où cette affectation, 1, de cadre, le responsable, d'agent technique d'un autre côté. Et puis d'une autre façon, on n'a pas monté les grosses recettes, hein. L'expérience avait déjà été menée auparavant par les précédentes municipalités sur le fait qu'il y avait un emploi permanent du responsable du camping à l'époque. Sur ce qui est de l'entretien des blocs sanitaires, ça a déjà existé aussi, ça a déjà été traité en gestion interne. Ça n'a pas été toujours confié à des entreprises externes. Donc on repart évidemment des constats qui ont pu être effectués et les évolutions permettent de voir un petit peu comment on fait en fonction maintenant, parce qu'on avait perdu un bloc sanitaire, je le rappelle à l'époque, hein, la différenciation qu'il y avait. Aujourd'hui, on récupère un autre bâtiment avec un autre entretien. Et ça permettra d'avoir un budget très précis sur les dépenses et les recettes qui peuvent être. On est très pessimiste sur les recettes, mais vaut-il mieux l'être par précaution, le temps du démarrage, et puis laissons voir et laissons venir. Je rappelle qu'à 30% de taux de remplissage, on retomberait plus ou moins, investissement compris et fonctionnement supplémentaire à la dépense que l'on avait quoi qu'il en soit, que si on dépasse ce montant-là, si on voulait être bénéficiaire, il faut qu'on atteigne un taux de remplissage de 70%. Semaine comprise ou sur les week-ends? Tout compris. Oui. D'accord? Donc on ne s'est pas voilé la face, on n'a jamais vendu le fait qu'on ferait des bénéfices sur l'opération du Castel, d'accord? Mais que la globalisation d'une gestion entre les deux, un gestionnaire commun, c'est mutualiser plutôt que d'avoir une personne pour le Castel, une autre pour le camping, alors que le Castel nous demande une ouverture complète. C'est un petit peu dommage d'embaucher quelqu'un que pour le Castel. Ça ne serait pas amortissable. Pour cette raison, ça a été repensé de cette façon. Et est-ce que le fait d'avoir un responsable et un agent toute l'année, est-ce que ça va permettre d'économiser les 8 heures de ménage de l'agent technique Alors, l'économie des agents, des 8 heures de l'agent technique de l'autre côté, je le rappelle, c'est déjà une économie que nous avons réalisée sur le poste précédent de Madame Béatrice Fortier, puisque sur la répartition du temps de travail, on a gagné du temps, à titre d'exemple, sur la salle des fêtes. Au niveau du nettoyage, c'est avec elle d'ailleurs que nous avons construit ce nouveau temps, puisqu'il y avait également sur l'accompagnement dans les bus qui a été redistribué au niveau des ATSEM. Et ce temps qui a pu être récupéré, il est fait pour avoir une vision assez permanente de nettoyage. Et c'est pour cette raison qu'on dit, si jamais c'est vraiment ça, on sera obligé de passer par une société extérieure éventuellement, parce que c'est prévu aussi dans le forfait d'être payé. On n'aura jamais la mesure, et ce temps-là, il est limité à 8 heures, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a le reste à faire. Donc cette économie de 8 heures, en fait, ça va dans l'emploi du temps des 35 heures que la personne a déjà, et qu'on détache uniquement pour éviter justement de mettre dans l'emploi touristique 8 heures supplémentaires à l'agent technique, qui serait à ce moment-là, avec beaucoup plus d'heures, on passerait à 35 heures. Vous voyez l'optimisation? Moi, je trouve quand même qu'ils vont être 2 toute l'année pour l'entretien du camping fermé et puis pour l'accueil d'un gîte. Avec les vacances? Il y a 2 mois de vacances, hein. Rappelez, 5 semaines, plus les récupérations, puisqu'il est à 40... Oui, il ne va pas être à 35 heures. Marielle le rappelait, hein. On est en annualisé. Donc, j'en prends Alain au pied du chef, parce qu'on se souvient quand on avait... Ça fait d'heures le restant de l'année.
Je suis dubitative. On a fait le compte. Et donc, j'enchaîne à la dernière question. La totalité de la somme de la société de nettoyage est transférée sur les charges de personnel. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une partie aussi matérielle dans ce qu'on payait à la société de nettoyage, ou est-ce que c'est infime les produits d'entretien, les Produits d'entretien, on aura toujours à les passer. Est-ce que c'était compris dans la société de nettoyage? Est-ce qu'on les fournissait déjà? Est-ce que le matériel, je ne sais pas qu'on peut imaginer pour l'entretenir, quoi? Je ne me rends pas compte, je ne suis pas dans cette partie. Comment... On est en dessous des 1 000 € pour cette partie que vous indiquez. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer au vote. Et puis, on a bien noté de vous envoyer la présentation qu'on avait effectuée pour le Castel. Non, je vais tomber. Ah oui, c'est vrai que... Bon, ce qu'on vous invite, Sandrine, c'est à passer pour qu'on vous explique le PowerPoint qu'on avait présenté au conseil municipal avec M. Saïs, si vous voulez. Parce qu'on va vous donner des chiffres en brut, mais vous avez plusieurs cases qui sont interprétées. D'accord? Si vous voulez. Alors, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Est-ce que je peux juste... Oui. Réglementairement, en fait, du moment que vous marquez en supra, etc., que vous proposez, Marie, elle dit c'est soit l'un, soit l'autre. Là, dans le truc, c'est marqué qu'il a forcément un logement. Est-ce que vous n'allez pas être obligé de fournir un logement à l'agent technique si c'est marqué dans le... Non, on le remet dans les débats. Donc, que ce soit après, c'est là, on va voir en fonction si ça sera fini au responsable ou si ça sera l'agent technique. Ça ne sera pas les deux en même temps. Oui, Mais là, c'est pour information dans la discussion, c'est pas dans la délibération. La délibération, elle est dans les emplois contractuels catégorie B, emploi titulaire catégorie B ou C, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui nous permet vraiment de définir l'emploi. C'est bien ça. Donc, j'en reviens au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Y a-t-il des abstentions? Une abstention? La procuration. Oui, la procuration. Donc, David Garros pour Virginie, Verdi, et Alain Campion. C'est Virginie plus David? Oui, non. Virginie plus Alain. Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Vous laissez un petit peu plus longtemps? Merci. Elle voit que je surveille, c'est pour ça. Voilà, et de regarder les deux autres papiers. Je vais lui laisser terminer son écriture, Marielle, parce que finalement, elle va en arriver au dossier numéro 5, qui est toujours sa partie, la convention de mandat avec Gîtes de France Zelin. Alors avant, je vais prendre un peu de votre temps. Puis vous n'avez pas le choix, parce que c'est mon petit micro. Donc on n'est pas au César, mais je vais quand même prendre la parole et faire des remerciements. Je pense que c'est le moment de le faire. Donc je les ai écrits pour oublier personne. J'en ai pas pour très longtemps. Donc je commence par une citation de Franck Picard qui dit « La réussite appartient à tout le monde, c'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. » Je pourrais m'arrêter là parce que ça résume bien, mais je vais quand même détailler un peu. Je voudrais remercier par rapport donc, à tout ce projet du Castel de Valrose qui n'est pas terminé, mais qui est quand même, on a déjà terminé la première tranche, je dirais. Et ça a été beaucoup de travail, donc remerciements aux membres de la commission qui ont donné beaucoup de leur temps en réunion et sur le terrain. Je sais que je les ai beaucoup sollicités et ils ont répondu présent. Donc Carole, Pascal, Bernadette, Olivier, Nicolas, Pierre. Leur famille aussi pour tout ce qui était bricolage, aménagement, etc. Ça a été un peu fait aussi par certains membres de leur famille, la mienne, qui vraiment a suivi beaucoup de choses. Merci aux autres conseillers qui chacun à leur façon ont donné un coup de main, petit ou grand. Donc Mireille, son mari,
Nathalie, Jean-C, Philippe, Marie-Ange, Bernard, David. Merci aux agents administratifs et aux services techniques qui ont fait un travail remarquable dans un temps vraiment raccourci, alors que ils n'ont pas que le Castel à s'occuper sur la commune, qu'ils avaient par ailleurs beaucoup de travail, donc ils sont vraiment investis. Et pour ceux qui ont déjà vu ou ceux qui verront samedi, ils ont vraiment fait du travail vraiment remarquable et à souligner. Je voulais remercier aussi monsieur le maire pour sa confiance tout au long du projet, c'est important, et pour l'autonomie qu'il nous a laissée dans la mise en œuvre. Ça, c'est une grande marque de confiance. Merci. Donc samedi, l'inauguration officielle, hein, surtout les portes ouvertes. Je pense qu'on a fait pas mal de pubs, continuer à en faire. J'ai beaucoup de Montmerlois que j'ai rencontrés et que vous avez rencontrés et qui vont venir visiter. C'est important d'abord pour qu'ils s'approprient le lieu, mais aussi pour qu'ils en fassent la publicité autour d'eux. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est, si un jour on arrive à faire de l'argent, on va être mieux, mais c'est d'en perdre le moins possible. Et effectivement, il va falloir bien remplir pour ne serait-ce que limiter les pertes. Donc on a vraiment besoin de cette connaissance-là, de cette publicité-là. Et puis c'est important aussi pour avoir les retours, parce que toute critique constructive est la bienvenue et permet justement d'avancer. Donc la commission a encore beaucoup de travail dans la mise en œuvre, tout ce qui est guide d'utilisation, tout ce qui est publicité. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, Gîtes de France c'est un merveilleux accompagnement, mais ça ne suffit pas. Et le travail il est à faire chez nous, par eux. On a surtout accès à un site et à une vision, une bonne visibilité sur le marché, mais il ne faut pas que ça s'arrête ici. Donc comme je le disais la dernière fois, mais cette fois c'est des réservations fermes. On a déjà 4 réservations fermes pour le début d'année. Donc une pour le réveillon du jour de l'an, 2 en avril, une en juillet. On a eu 2 demandes d'information assez sérieuses pour d'autres week-ends, et puis j'espère qu'on en aura encore beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, dans le point numéro 5, on nous demande de valider la convention de mandat avec Gîtes de France. Donc en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, alors déjà la bonne nouvelle c'est que Gîtes de France a fait sa visite de labellisation et a accepté notre gîte, et en plus nous a classés en 4 épis, alors que nous pensions nous présenter en 3 épis, et donc ils nous ont classés en 4 épis, ce qui paraît une marque de reconnaissance et de confiance que la commission a accepté après étude. Je signale, parce qu'on m'avait posé la question, que c'est le même prix, hein, c'est le même, on ne paye pas plus cher parce qu'on est 4 épis, hein, on est simplement mieux valorisé, mais ça ne nous coûte rien de plus. Donc la convention avec Gîtes de France, comme je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, ça permet d'utiliser donc leur site pour faire les réservations. La première année, donc l'année, là le petit bout d'année qui reste 2018, et puis toute l'année 2019, on est ce qu'on appelle en exclusif, c'est-à-dire que les réservations ne passent que par le site de Gîtes de France. Par contre, il y a 2 sortes d'apporteurs. Soit l'apporteur est Gîtes de France, c'est-à-dire que les clients contactent directement Gîtes de France par téléphone ou se connectent directement sur leur site pour faire les réservations, et dans ce cas, la commission prise par Gîtes de France est de 13%. Soit l'apporteur est la commune, et dans les 4 réservations dont je vous ai parlé à l'instant, l'apporteur est bien la commune, puisque les réservations ont été faites auprès de nous. Et dans ce cas-là, la commission est moindre, elle est à 7%, puisque c'est nous qui apportons l'affaire. On a des frais d'entrée, enfin moi ce que j'appelle des frais d'entrée, mais que je vois qui s'appellent des frais d'agrément uniques.
qu'on paye uniquement pour la première année, qui est de 455 € TTC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ces frais-là, il y a tout un panel compris d'accompagnement, mais aussi de formation. Pour ma part, j'ai suivi la première rencontre avec la décoratrice Gîtes de France était inclue dans ce prix-là, et on n'était pas obligé ensuite de travailler avec elle, mais c'est inclus et elle nous donnait une première piste à ce moment-là. Et il y a aussi tout un tas de formations que les agents vont pouvoir suivre avec Gîtes de France et qui sont compris dans ce tarif-là. Donc c'est important que vous le sachiez parce que du coup, le tarif avec toutes les autres formations inclus est vraiment franchement assez bas. Et ensuite, on aura une cotisation annuelle de 350 € tant qu'on sera en contrat exclusif avec Gîtes de France à régler par année. Donc là, la convention, vous l'aviez en... Ouais, elle était annexée, je ne sais pas si vous avez pris le temps de la lire. Il n'y a pas de choses choquantes ou particulières ou extravagantes à l'intérieur. Il y a toutes les modalités réglementaires de résiliation, etc. Voilà. C'est une convention annuelle, ça c'est important et c'est intéressant dans le sens où en fait, un an ça passe vite. Hein. Si on estime que ça ne nous apporte rien, on pourra ne pas la renouveler. Donc on n'est pas engagé sur du long terme avec Gîtes de France. On peut, de toute façon, à chaque fois, on pourra la résilier à la fin de la période annuelle. Voilà, et les tarifs dont je vous ai parlé. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Marielle, j'en ai une. Simplement, le gîte n'est pas encore en fonctionnement. Par contre, on parle d'une première convention de mandat qui court jusqu'au 4 janvier et qui a donc dû être réglée à Gîtes de France, j'imagine. Pas encore? Ah bah non, puisqu'on ne l'a pas voté. Ah bah d'accord, donc j'avais mal compris. Non, c'est parce qu'elle part, oui, j'ai eu la même... Oui, ça fait très court, quoi, comme temps, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, c'est comme ça, eux, ils n'ont qu'un seul type de convention. Donc ils l'ont commencé au 1er janvier, et en fait, elle n'est pas signée la convention, puisqu'on ne l'a pas votée. Et si vous ne la votez pas, on ne la signera pas. Oui, d'accord, mais on va se... Et quand je dis qu'on a des réservations, c'est moi je me suis engagée moralement auprès des personnes, mais j'ai pas pris d'argent, enfin de toute façon j'ai pas le droit d'en prendre. Mais je veux dire, c'est juste un engagement moral à dire, voilà, j'ai retenu vos dates, mais la convention, elle va démarrer de maintenant jusqu'au 4 janvier 2019, parce que toutes leurs conventions sont sur le même tempo. Oui, alors ça fait quand même un espace assez court, quoi, je veux dire, dans l'année, quoi. Alors que l'équipement n'est pas encore en service, entre guillemets. Alors l'équipement, il devrait être fin prêt entre, j'espère qu'au 1er novembre, mais avant le 15 novembre, il sera, c'est sûr, prêt et les locations pourront retrouver. Et l'idée, c'est si on peut louer sur la fin d'année, allons-y. C'est pas toujours ça d'acquis, oui, bien sûr, oui, évidemment. Voilà. Mais voilà, ça me paraissait un petit peu... Ah, mais au niveau du coût? Oui, au niveau mais c'est proratisé. Pardon, je viens de comprendre, excuse-moi, mais je suis un peu fatiguée, je suis un peu lente à la comprenette, désolée. Ah bah, très bien. Mais oui, si c'est au niveau du coût des 300, les 400 c'est un droit d'entrée, inclus les formations, donc ça on les payera. Les frais d'agrément unique, voilà, on les paye qu'une fois pour toutes, mais les 300, je sais combien, 350, ils seront proratisés effectivement. On ne va pas payer pour novembre et décembre 350 €, je te rassure. Voilà, ça y est, Merci. Je t'en prie. Moi, Marielle, je voulais savoir, c'est 13% si tu passes par un Gîte de France, mais si tu veux payer, que la commune paye que 7%, comment on fait pour passer par le propriétaire? On va à l'office du tourisme ou Non, à ce moment-là, c'est non, dans l'office du tourisme, mais c'est en mairie. D'accord, en mairie. C'est en mairie, et en fait,
c'est donc David Boissier, qui est responsable, donc qui est RH à la commune, mais aussi en charge des hébergements touristiques, qui va suivre une formation avec un autre agent qu'on définira, et qui va saisir, mais c'est très, très facile et très rapide, sur le module Gîtes de France auquel on a déjà accès en virtuel. Pour l'instant, les clients non, mais nous, pour nous entraîner, on y a déjà accès. Et à ce moment-là, la saisie des réservations se fait par nous. D'accord, ça peut pas se faire directement sur le site de la commune. Non. Non, parce qu'en exclusif, ça ne doit passer que par le site de Gîtes de France. D'accord, il n'y a pas possibilité de faire une bascule de notre site sur leur site après? Alors ça, après, on étudiera, les commissions, justement, on va travailler sur la commercialisation numéro 2, j'allais dire, pour voir comment, après, on peut mettre en place, comme je disais tout à l'heure, une commercialisation interne, et la meilleure possible. On travaillera en commission et avec les services, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est les demandes arrivent auprès de nous, c'est nous l'apporteur, et on paye 7%, mais ça passera, la saisie sera obligatoirement sur le site Gîtes de France, dans un premier temps. D'autres questions? Bien, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Merci Marielle pour toute cette présentation et merci à toi, la commission, d'avoir travaillé dur sur ce dossier, sur un temps si court que nous n'étions pas sûrs de pouvoir valider, mais je rappelle que c'était un engagement également que nous avons pris avec une grande chaîne nationale pour pouvoir justement être dans ce fameux reportage. Le dossier numéro 6, il s'agit d'une convention de mandat pour du matériel de désherbage. Donc, on s'est engagé dans un plan de désherbage alternatif qui a été présenté au mois de décembre 2017, donc ça va bientôt faire un an, que ça a été effectué. On doit avouer qu'en même temps, le plan de désherbage est quasi une obligation pour pouvoir le mettre en place, puisqu'on avait une première obligation d'État qui était le zéro produit phytosanitaire. Ceci dit, c'est bien dommage qu'il n'ait pas été réalisé avant, puisque nous aurions pu bénéficier de primes de l'agence de l'eau beaucoup plus conséquentes, mais on va s'en contenter. Et il est proposé d'acheter un désherbeur mécanique. Alors, je vous ai donné, ça ressemble à un petit motoculteur avec un tapis en fer qui traîne derrière. Voilà. C'est ce matériel-là dont il s'agit, et qui va permettre de désherber les allées, donc directement. La jambe n'est pas ce petit tapis, hein, je le rappelle, c'est pas une trottinette non plus. Et nous passons par la convention qui a été signée donc, avec le syndicat des rivières Dombes, Chalaronne, Bord de Saône, qui est anciennement le SRTC. Ce qui vous est donc demandé, c'est de signer la convention de mandat d'acquisition du matériel de désherbage avec ce syndicat-là. Pour cette convention, vous aviez... Voilà, c'est eux qui font leur affaire de tout l'achat des conditions et de demande de subvention. Est-ce que la commune fait partie de ce syndicat? Non. Elle n'est pas adhérente? Non. Alors on a quand même le droit... Oui, parce qu'on a, pour rappel, hein, Nicolas, en début d'année, on avait payé pour avoir justement ce plan de désherbage. On n'a pas payé le même prix que si on était adhérent. On a payé plus cher. Mais on n'est toujours pas adhérent. Et on n'aura plus besoin de l'être, puisqu'au niveau du conseil communautaire, la communauté de communes, ça va devenir par la communauté de communes que toutes les communes bénéficieront dorénavant de l'avantage directement du syndicat rivière. Et ça fait partie certaine de la CLECT, donc des charges transférées. Nous n'avons pas. Nous n'avions pas souscrit, puisque, pour rappel, on n'avait que 300-400 mètres de l'APO, mais pour moitié de l'APO, puisque l'autre moitié est sur le sol. Et donc, on avait souscrit auprès du syndicat une convention spécifique et signé avec eux ce schéma de désherbage.
Merci. D'autres observations? Eh bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Dossier numéro 7, il s'agit de l'extension du service ADS de la communauté de communes Val-de-Saône Centre. Alors, quand on parle du service ADS, il s'agit du service d'instruction des dossiers d'urbanisme, principalement des permis de construire, des permis d'aménager, pas les permis de démolir, on n'est pas obligé de leur transmettre. Et on n'est rien obligé de transmettre quoi qu'il en soit. Ceci dit, nous y étions déjà affiliés, nous versions déjà dans ce service mutualisé de la communauté de communes Montméal Trois-Rivières à l'époque, et avec l'arrivée des 7 autres communes lors de la fusion, mais il se trouve que le service maintenant est sous-dimensionné. Pour pouvoir accueillir toutes ces communes, il y a des embauches qui ont été complétées avec un poste supplémentaire, et qui d'ailleurs se ressentait tout de suite en cas d'absence. Je parle d'absence qui puisse être des congés, mais aussi d'absence maladie, pour les décisions et les dossiers qui étaient à traiter dans les délais impartis. La communauté de communes donc a étudié une prise en charge de ces frais à hauteur de 23% donc de la dépense organisée par la communauté de communes à supporter par les communes directement. Donc ce n'est pas une prise en charge à 100%, mais une partie. Pour notre part, en estimation évidemment, parce que ce peut être qu'un coût prévisionnel, on pourrait être de l'ordre de 3 500 € par an de cotisation à ce service. On se rend compte que 3 500 €, c'est moins cher que ce qu'on avait pu vivre quand l'État avait fermé ce service qui était organisé par la DDT, je le rappelle à l'époque. Encore une petite décentralisation que nous avons subie, une dépense supplémentaire, et que, je le rappelle, en 2014, nous avions souscrit auprès d'un cabinet directement les bons conseils qu'on pouvait avoir. Vous vous souvenez, on avait jusqu'à 300 à 400 € par dossier de dépenses qui étaient effectuées. Alors on est loin de ce montant-là, bien entendu, puisque sinon on pourrait être tenté de ne pas utiliser le service mutualisé de la communauté de communes et d'utiliser plutôt le service d'un cabinet privé. Ce qu'il est donc proposé ici, c'est de mutualiser et de rester dans ce contexte sans pour autant, nous, de notre côté, avoir à embaucher, puisque c'est le principe d'un service de mutualisation. Je reste à votre écoute s'il y a des questions. Bien, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Le dossier numéro 8 est la modification des statuts de la communauté de communes Val-de-Saône Centre. Alors, vous pouvez me dire, il n'y a pas si longtemps que ça, on a validé les statuts, ils ne font que bouger ces statuts. Et vous avez raison, ils continueront de bouger, bien évidemment, puisque les lois se changent, modifient le paysage territorial au fur et à mesure. Et quand je dis change le paysage territorial, c'est-à-dire que c'est surtout au niveau de la DGF, donc de la dotation globale, qui est donnée par l'État, qui bouge, et surtout la bonifiée. Cette bonifiée, finalement, est en train de s'émietter. C'était environ une recette de 200 000 € pour la communauté de communes, ce bonus, et que les lois n'obligent plus autant qu'est-ce qu'il y avait dans la première loi NOTRe, des 9 compétences, on est tombé un petit peu moins. Et en même temps, il y a des éléments qui continuent d'être négociés sur la fusion, et ça en fait partie. Donc dans cette convention, que je vais reprendre, les modifications principales sont celles surlignées, et c'est celles que je vais vous commenter. Bon, j'arrive à mon dossier. C'est évidemment ma gauche à ça. Je n'avais pas fait ceci, je n'ai pas vu un gros dossier et en plus c'était le plus complet. C'est le dernier. Merci. Ça y est, j'y suis. Alors, quand je vous disais que j'allais vous surligner, parce que c'est ce qui mérite les explications de la modification, principalement. On est donc, ils n'ont pas numéroté les pages, on est à l'article 7.2, je suppose que le développement économique qui est indiqué ici. Dans le développement économique, il est
considéré comme d'intérêt communautaire le soutien au développement des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services avec point de vente, le soutien d'actions collectives des unions commerciales par le développement des chèques cadeaux locaux. Les présidents des unions commerciales, présidents et coprésidents étaient invités, je parle pour notre union commerciale du secteur de Montmerle, mais également de Toisselles ou Saint-Didier, plus exactement. Une présentation a été effectuée sur ces fameux chèques cadeaux organisés par la VEL, donc une autre communauté de communes qui permet d'avoir des chèques cadeaux locaux. Auparavant, la communauté de communes Val-de-Saône-Chalaronne participait financièrement à ce fonctionnement de chèques cadeaux. Aux alentours, c'était une dépense qui était environ de 15 000 €, je vous dis de tête, hein, ça sera à confirmer, pour un retour environ de 7 000 €. Les élus de la communauté de communes ont dit, on veut bien, et c'est la petite note que vous avez d'information au conseiller, le comité de pilotage, on propose d'inscrire ce point, mais de n'appliquer ces dispositions que si les 3 conditions suivantes sont réussies. C'est-à-dire que les 2 autres communautés de communes participent au dispositif. Alors, il y a la communauté de communes de la Velle, et il y a Port-de-Velle et l'autre. Il y en a 2. Pardon, et Bresse. Et Bresse-Saône. Et Bresse-Saône. Alors oui, il aurait pu être précisé d'ailleurs dans ce comité de pilotage, dans ce document qui est ici. Et puis le soutien aux actions collectives des unions commerciales par le développement des chèques cadeaux locaux. Donc on est bien, l'union commerciale de Montmerle-sur-Saône participe également au dispositif. C'est une condition, c'est pas mis qu'elle y participe. D'accord? Il faut leur retour, tout ça. Et puis le budget, que le budget soit maîtrisé de bout en bout. Vous voyez, ça laisse beaucoup de conditions pour que cette possibilité puisse exister. On arrive, posez-moi les questions au fur et à mesure, hein, dans le cas présent, parce que si vous les faites enfin, je peux y revenir. On arrive à l'article 8-2, qui est la politique du logement et du cadre de vie. Il y a le point numéro 3, qui est la politique du logement social d'intérêt communautaire et action par des opérations d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées. C'est quelque chose qui apparaissait au niveau des statuts auparavant, également de la communauté de communes Val-de-Saône-Chalaronne. Elle est retirée, puisqu'il ne faut pas oublier que d'un autre côté, dans l'OPAH, il y a un manque. Pour ma part, ça c'est mon avis, hein, que j'ai expliqué auprès des élus, c'est que sans PLUI, on ne peut que difficilement construire l'OPH. Il faut qu'il y ait une cohésion totale du développement qui puisse s'effectuer. On a un manque de lisibilité, et aujourd'hui il est en train d'être fait au niveau du SCOT, qui va nous permettre de savoir, et qui est répété, qui vient de donner dans son PADD les orientations de développement et des pôles urbains qui sont restés identiques, à quelque chose près, puisqu'on a un développement un peu plus conséquent aujourd'hui avec le Guérin d'autre part. Et puis deuxièmement, il y avait aussi la problématique de la Toisséienne, qui devenait une gestion communautaire, alors qu'aujourd'hui, cet office HLM est communal. Sur le dossier 8.3, création, aménagement et entretien de la voirie. Oui, vous pouvez expliquer, la Toisséienne, c'est devenu communal, quel est le problème? Elle est communale. Oui, alors j'ai pas compris le problème. C'est pour pas qu'elle devienne communautaire, justement. Dans l'OPH. Et donc, j'ai pas compris. Mais c'est une question naïve, hein, c'est pas une question. Non, mais je comprends pas le problème. il n'y a qu'une seule société d'HLM aujourd'hui qui est communale. Elle est sur Toisset. Il n'y en a pas sur d'autres communes. Chez nous, c'est Vinacité. Là, dans le cas présent, elle est en gestion. Ah oui, donc. Ils ont leur propre office. Et puis après, continuer de développer cette politique d'amélioration de l'habitat sur tout le territoire, il faut qu'il y ait aussi une mise en œuvre d'une stratégie qui est derrière. Et cette stratégie, en mon sens, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, je dis bien c'est mon avis ça, c'est pas l'avis forcément partagé de tous, hein, sans PLUI,
on n'a pas forcément un développement unifié sur tous les secteurs. Pour mener à bien cette stratégie-là. L'intérêt communautaire relatif au logement était défini au plus tard, au 1er janvier 2020. Quand il était noté, on le revoit quand il est rayé des statuts, tout simplement, c'est qu'on était dans une stratégie des choses qui étaient à cocher, je vous le rappelle, pour aussi avoir des DGF bonifiés. C'est plus le cas, il n'y a pas d'action qui sera menée, et ça laisse la possibilité aux communes de mener leur action sans être entravées par le fait que ce soit dans les statuts de la communauté de communes et bloqué pendant 2 ans. Ça reste encore un ensemble, c'est pour ça que je vous dis, à mon avis, bon, c'est retiré, c'est pas pour autant que ça va nous faire plus d'actions au niveau des collectivités individuelles. L'article 8.3, création, aménagement et entretien de la voirie. Donc l'étude, création, extension, aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire, à l'exclusion du balayage, du déneigement et du nettoyage de ces voies. On aura donc une compensation financière de ce que faisait la communauté de communes, c'est ce qui va rentrer à nouveau dans des autres charges transférées, puisque la communauté de communes s'en occupait, qu'elle retransfère à la commune, il y a compensation financière. Les voiries internes aux zones du parc d'activité d'intérêt communautaire selon plan annexé, les voiries, il y en a une qui change un tout petit peu pour la collectivité, pour notre commune à nous, c'est la descente du chemin d'Adam et un bout de chemin du Peleux, qui devient d'intérêt communautaire. Donc c'est le seul point, hein, si vous avez fait attention, qui change nous concernant. Le reste, comme c'est tout à l'intérieur de la zone d'activité, c'est tout d'intérêt communautaire. Pour toutes les autres, vous pouvez voir qu'il y a eu des voies d'accès attenantes ou non aux zones ou parcs d'activité d'intérêt communautaire supportant un trafic important de poids lourds et les dépendances nécessaires ou indispensables à ces voies. Toutes ces voies sur les autres communes, donc principalement de l'ancienne communauté de communes Val-de-Saône-Chalaronne, ont été retirées des statuts et qui avaient été installées. J'avais soulevé le fait qu'on pouvait financer la communauté de communes par fonds de concours, donc par aide de la commune, sur ces trafics des voies qui étaient municipales et non pas communautaires. À titre d'exemple, c'est comme si on traitait la rue de Châtillon qui pourrait mener à la zone d'activité. Il ne faut pas que ce soit une départementale, c'est pour ça que c'est pas évident de trouver la bonne. Et que de dire, puisque les camions prêtent cette voie, c'est d'intérêt communautaire. Alors, des comptages ont été effectués, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas le cas, que ce n'est pas la majorité des camions qui empruntent toutes ces voies. Par conséquent, pour cette raison, que ce qui était dans les statuts tout de suite à la fusion sont à nouveau enlevés. Ou proposés d'être enlevés. L'article 7.2, oh, pardon, je retourne à l'envers, je tourne la page, ça serait mieux. Vous avez la voie d'accès à la déchetterie de Saint-Étienne-sur-Chalaronne. Là aussi, cette voie a été réduite uniquement à celle qui mène, pour ceux qui se souviennent quand on allait à cette déchetterie là-bas, uniquement une voie indépendante qui sert pour le Sutréval et qui sert pour le SMIDOM, et non pas la route départementale ou la route communale qui menait jusqu'à la petite route qui menait. J'en ai pour rappeler la sollicitation qui avait été effectuée au SMIDOM, une participation financière du SMIDOM à entretenir cette route. Eh bien, je pense que c'est aussi légitime que la participation de la communauté de communes ne soit pas sur une route communautaire, mais bien une route qui devient communale, avec participation communautaire, au prorata de la consommation qu'elle peut en faire. C'est un titre, il y a un article qui existe pour, si on voulait, solliciter les entreprises également concernant les entretiens des voies, qui n'est que très rarement utilisé, vous en doutez bien. Il y a déjà d'autres impôts qui sont faits en conséquence.
sur l'article 8.4, convention entretien fonctionnement d'équipements culturels sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. Vous avez principalement le lieu-dit Grand Rivolet qui est supprimé, les dates à compter du 1er janvier 2019 du gymnase situé à Toisset, et on a bien spécifié Visiosport et Jardin des Sports. Ensuite, sur l'action sociale d'intérêt communautaire, donc sont considérés d'intérêt communautaire le multi-accueil Visio-crèche situé à Monceau, le reste a été simplifié, les relais assistants maternels, Visio-relais à Monceau et Saône-relais, l'accueil de loisirs Visio-Euro, on a supprimé le Grand Rivolet, la programmation et la mise en place, la coordination, là, vous avez la suppression du service géré par la collectivité des actions envers les jeunes de 13 à 18 ans du territoire de l'ex-communauté de communes Montmerle Trois-Rivières jusqu'au 31 décembre 2018, l'étude, la création d'aménagement et l'entretien, la gestion d'équipements dédiés exclusivement de la même façon jusqu'au 31 décembre 2018. Vous avez en 6, là je tiens à rappeler, c'est le soutien aux actions Centre social animation jeunesse et culture, donc la JC, à l'exclusion des actions et charges relatives à l'accueil de loisirs et au cahier scolaire, et le soutien aux actions et animations associatives de portée communale en direction des jeunes du territoire, toujours les 13-18 ans, à l'exclusion des activités sportives culturelles proposées par les associations locales. La création et gestion d'un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées ou handicapées. C'est un service qui sera mutualisé, c'est-à-dire que sur les statuts, il est conservé ce service de portage. Aujourd'hui, il est la continuité d'un service qui était organisé sur les communes de l'ex-communauté de communes Val-de-Saône-Chalaronne, puisque pour notre part ici, les repas sont distribués pour grande part par l'ADMR, et puis après d'autres services aussi qui peuvent effectuer des portages de repas. Là, dans le cas présent, c'est la même chose. Ce qui a été demandé, c'est que j'ai souhaité, lors du comité de pilotage, qu'il n'y ait pas de prise en charge financière qui soit effectuée par la communauté de communes, puisque c'est une continuité, et que si on ne souhaitait pas la communauté de communes qu'il y ait d'autres communes qui rentrent dans ce service mutualisé, c'est qu'à ce moment-là, tout dépassement engendrerait une cotisation de la collectivité concernée, directement, qui souscrit à ce service. Et que pour les autres, ça ne change en rien à ce moment-là. Les assainissements eaux usées sont d'intérêt communautaire, les études de réalisation, les contrôles et réalisations des installations, donc on a le collectif et le non collectif, évidemment. Ensuite, la petite chose qui n'a pas d'importance pour nous, mais heureusement, c'est que la gestion du réseau eau pluviale en réseau unitaire est toujours de compétences communautaires. Alors, je n'ai pas fait le petit lien en disant que ce sont des compétences facultatives obligatoires, puisqu'il y a des choses que l'État dit sont obligatoires, l'assainissement fait partie des facultatives, et pour autant, la communauté de communes, comme les deux communautés de communes l'avaient, c'est une compétence qu'elle concerne, même si elle est facultative au regard de la loi. C'est dans les finances. Elles sont toujours facultatives, hein. Vous avez les communautés de communes du Beaujolais juste à côté, qui n'a pas la compétence assainissement. Donc pour l'instant, tant qu'elle n'est pas obligatoire. Pour l'instant, les compétences facultatives. C'en est tout pour les modifications de ces statuts. Avez-vous des questions? Bien, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions. Olivier Dumas et Jean-Sébastien Laurent. Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Marie-Ève Thomas, toute seule. Je vous remercie. Le dossier numéro 9, il s'agit des rapports d'activité de la communauté de communes 2017.
Est-ce que vous souhaitez que l'on prenne lecture? Vous en avez pris lecture? Est-ce que c'est un avis que vous donnez là-dessus? Donc non, même pas, c'est prendre acte. Donc c'est même pas un avis. Hein. Donc je considère que vous en avez tous pris acte, puisqu'ils étaient en pièce jointe. Ça vous va? Puis vous voyez, article 2017. Hein. C'était plus récent. Alors, le dossier numéro 10 s'agit de l'information sur les décisions prises par délégation du conseil municipal. Pour les marchés publics de travaux, il y a eu des travaux de réfection d'un cours de tennis plus mise aux normes accessibilité, le local plomberie, pour un montant de 9 977,25 € TTC, avec l'entreprise, donc Chabot Stéphane. Je me disais que tu avais déménagé, oui. C'est pour ça. C'était sur mon. Une demande de subvention pour l'extension d'horaire de la médiathèque, je vous en parlais tout à l'heure justement. Donc une demande qui a été effectuée auprès de la Direction régionale des affaires culturelles au titre du dispositif d'extension des horaires. Donc le montant des acquisitions s'élève à la somme de 1 370,38 €. Oui. Et c'est 13 708 le montant des dépenses de personnel. Et qui est subventionné. Hauteur de 60%. Nous avons le compte-rendu de la communauté de communes Val-de-Saône Centre. Il y a eu l'approbation des statuts, je vous fais lecture des titres uniquement. L'autorisation de signer une nouvelle convention d'objectifs et de financement avec le relais d'assistance maternelle. La convention d'objectifs et de financement, toujours pareil, avec l'aide au temps libre à LSH, avec la CAF. Le tableau des emplois. Qui a été modifié, donc de grande liste. L'instauration du compte épargne-temps au sein de la communauté de communes Val-de-Saône Centre. Pour rappel, elle existait sur Val-de-Saône, elle existait sur Montréal-Trois-Rivières, elle a été étendue à totalité. L'organisation du temps partiel au sein de la communauté de communes Val-de-Saône Centre, c'est-à-dire que le temps doit être compris entre 50 et 99%. C'est bien dommage pour moi qu'il travaille à 20%. On fera la part. Travaux d'extension du réseau d'eau usée sur la commune de Beaune-Lionin, puis sur la commune de Monceau, des demandes de dégrèvement de la redevance assainissement pour la commune de Touessay et site de sa piscine, qui a pas mal plu aussi. La signature de convention pour la valorisation agricole des boues de la station d'épuration de Guérin et de Lurcy. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif et non collectif. La délégation de service public de type affermage pour l'exploitation du service public d'assainissement collectif, donc un avenant qui a été signé avec Suez. Et l'autorisation de travaux de voirie pour la rue Joseph Berlioz à Saint-Didier-sur-Chalaronne pour un montant de 200 434,80 € avec la société FH. Oui, qui ne sera plus communautaire. Autorisation de signer un avenant numéro 1 négatif du marché de travaux sur les réseaux secs en zone d'activité visionniste 5. Donc un montant avenant de moins 7 503 €. Un protocole d'accord transactionnel relatif à l'exécution du marché de travaux des réseaux secs avec la société Sobeca, GRDF et EGCA. Le prix de vente au mètre carré de la zone d'activité visionniste 5 est prévu à 45 € hors taxe le mètre carré viabilisé. La cession de la voie desservant la société SAB Ingénierie SMTD, située dans la zone d'activité visionniste par la communauté de communes, sur la commune de Montbéliard. Instruction des autorisations et des actes d'application du droit des sols, convention entre la commune Val-de-Saône Centre et les communes adhérentes et tarification du service. C'est ce qu'on vient de voter de notre côté. L'autorisation de signer un avenant à la convention
informations relatives au service commun d'instruction des demandes d'autorisation, des droits relatifs à l'occupation d'urbanisme. L'adhésion au groupement de commandes porte le syndicat intercommunal d'énergie, donc pour le CEA, pour la sélection d'un bureau pour élaborer le PCA-ET. La fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques, la GEMAPI, avec une augmentation, puisqu'on est à 105 000 € et de mémoire, elle était à 89 000, un petit peu moins de 90 000 € l'année précédente. Vous avez pu le constater sur nos taxes foncières, c'est une nouvelle ligne, si vous l'avez lu en détail, qui apparaît. Donc en fonction de chaque foyer, vous avez un montant qui est différent, bien évidemment. La fixation de la taxe de séjour intercommunal à partir du 1er janvier 2019. Avec les propositions qui ont été effectuées, qui pour ma part, je ne validais pas, je crois que Marielle se joint à moi aussi sur cette proposition qui a été faite par la communauté de communes. Le rapport annuel d'activité de la communauté de communes et puis les comptes rendus d'attribution exercés par délégation de l'organe délibérant. Il faudra proposer des nouveaux noms. Bon. Pour information, la composition de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales sera à renouveler de la liste générale. Nous avons Madame Christine Perrin, Madame Marie-Ange Favel, et puis les premiers bureaux, donc Madame Edmé Brochet, Monsieur Meunier Jean-Paul, le deuxième bureau, Madame Paulette Bouillon, Monsieur Cercelon Robert, troisième bureau, Madame Maryse Frey et Monsieur Jean Noaillier. Donc, on devra renouveler les membres de la commission de contrôle est composé de 5 conseillers municipaux et 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu lors du dernier renouvellement le plus grand nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau. Donc on vous enverra un mail, hein, évidemment, de cette précision, donc, que vous aurez bientôt. Pour ma part, les informations du maire, écoutez, on a eu une qui a été donnée par Marielle et je crois qu'elle est importante, la toute prochaine, c'est l'inauguration du Castel de Valrose et puis surtout aussi la journée porte ouverte. On vous attend très très nombreux pour venir découvrir les magnifiques réalisations qui ont été effectuées. Je ne vais pas relister tout ce que Marielle a dit parce qu'elle l'a très bien fait. Je la remercie à vous. Et on va commencer évidemment par le tour de table, par Marie-Ange. Commençons par les dates. Alors nous, on commence à préparer le Téléthon, qui sera donc cette année, on est toujours en groupement de communes. Il va se dérouler le vendredi soir, donc c'est la commune de Guérin qui prend en charge. Et puis nous, le samedi, on va faire notre traditionnelle marche, enfin notre circuit de marche, marcher pour le Téléthon. Le pot-au-feu, on n'a pas encore validé. On est en train de travailler dessus, là, si ça se fait. Voilà. Si le pot-au-feu se fait, par contre, il se fera comme l'année dernière, on servira au restaurant scolaire. Et non pas à la salle des fêtes. La date, c'est le 8 décembre, le samedi 8 décembre. Donc le 7 au soir à Guérin, à partir de 18h30. Et puis le samedi matin, les marches à partir de 8h, le pot-au-feu à partir de 11h. Voilà. Oui, donc oui, au restaurant scolaire, pour deux choses. Déjà, puisque c'est tellement plus facile pour tout le monde de servir sur place plutôt que de tout transférer, de faire cuire à la cuisine et de transférer à la salle des fêtes. Et deuxièmement, parce qu'il y en avait, je crois que c'est les sapeurs-pompiers qui fêtent la Sainte-Barbe et qui avaient besoin aussi de la salle des fêtes.
donc on partage, donc pour tout le monde. Voilà. Donc voilà pour le Téléthon. Ensuite, on prépare aussi le centenaire de l'on demande cette année. On fait participer les enfants des écoles, donc les 2 écoles. On a rencontré les directeurs et les instituteurs, institutrices. Certains enfants, donc l'école Luc Michel, les enfants vont lire une poésie. Les enfants de Saint-Jean vont lire une lettre d'un enfant à son papa. Bien évidemment, poilu, enfin voilà, soldat. Il y aura l'école de musique aussi, qui va chanter la Marseillaise, accompagnée par la Philharmonie de Bégué. Il va y avoir un lâcher de colombe, aussi fait par les enfants. Voilà, on essaye d'attirer les enfants pour qu'il y ait vraiment une continuité, qu'ils prennent conscience de ce centenaire, de cette grande guerre. Toujours les heures, 10h15. Voilà, 10h15, cérémonie monument. Voilà. Le Montmerle Info, donc à rendre pour le 1er novembre. Vous allez recevoir un petit mail d'Élodie. Voilà. Qui sera distribué avant le Téléthon, donc la première semaine de décembre. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Excusez-moi. Moi j'ai une question par rapport à la salle des fêtes. Avant, les portes de secours, les portes de sortie, les salles des fêtes, je crois que ça s'appelait les portes anti-panique, un truc du genre, il y avait une barre. Maintenant, il n'y a plus qu'une planche, ou une poignée, je ne sais pas comment vous appelez. Oui. Et je trouve que c'est dangereux. Alors, parce que si jamais la personne qui est devant n'a pas l'idée, dans un mouvement de panique, d'ouvrir, il risque d'avoir un souci. Alors, je me pose la question, ça n'arrive peut-être pas de la mairie, mais je me dis comment se fait-il qu'on met des portes comme ça. Je pense par exemple au dancing de Saint-Laurent-du-Var. Si jamais si jamais il y avait un mouvement de panique, les gens risquent d'être bloqués. Alors je ne sais pas, parce que je me dis quand même que les gens qui ont fait ça, je pense qu'ils sont suffisamment informés. On s'était fait la même réflexion, je vous l'avais d'ailleurs souligné de la même façon. On constate que c'est pareil aujourd'hui dans les salles qui sont ici, c'est-à-dire que c'est les boutons voltés qui se mettent et plus ces barres anti-panique qui fonctionnent et c'est réglementaire, c'est ces nouvelles modalités qui se mettent. Bon, moi je trouvais ça moins pratique parce que de la même façon, quand on est en panique, si on ne tourne pas dans le bon sens, ainsi de suite, on peut perdre des secondes. Mais bon, c'est de cette façon que c'est pris aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. Parce qu'on s'était alerté justement en disant mais on n'a plus nos BNP barres qu'on pousse pour sortir notre avion. Non, c'est validé par le contrôle de sécurité, c'est ces nouveaux éléments. Deuxième question, alors je reste un peu sur la salle des fêtes parce qu'on l'a inaugurée on l'a inaugurée avec un certain nombre de personnes ce week-end. Est-ce qu'il y aura des séchoirs dans les toilettes, les deux hommes et femmes? Oui, d'accord. Oui, c'est une question. C'est prévu. Ah, oui. Les papiers vont pas rester sur les coins ou n'importe quoi, donc ça va arriver. On nous a posé la question, il n'y a pas que ce samedi, que ce dimanche, il n'y a pas de cendrier dehors. Est-ce que ça sera installé? Aussi, parce qu'on en a prévu par exemple devant la mairie, et c'est mieux qu'il soit dans un cendrier que jeté par terre. Ou dans les massifs de fleurs. Sans avec précision, les commandes en sont parties la semaine passée. De tout ça, c'est... Autre chose, on change de sujet. Devant le... Ça s'éteint toujours, mon bazar. Devant le VMU, est-ce que la bande stop pourrait pas être un petit peu plus large? Il y a encore des gens qui le passent allègrement, parce qu'on comme d'habitude, mais moi je vous dis tout de suite,
2 fois ça m'est arrivé. Hein. Non mais c'est pas bien, mais je le dis parce que Oui. je trouve que, Parce que il est très en hauteur, il est petit. Et en plus la bande par terre, la bande au sol. Bon. On peut l'élargir. Concernant le panneau, on ne peut pas le descendre. C'est les règles d'accessibilité. Tous les panneaux ont été remontés, vous avez pu le voir. Hein, et plus ça va, plus il faut lever. Et celui-ci, il serait plus gros quand même. Il va être changé, celui-là il était mis provisoire, attendant qu'on reçoive la commande d'un panneau plus grand. Bon. Mais quant à la hauteur, on ne pourra pas les rabaisser malheureusement. Et encore un autre sujet, est-ce qu'on peut éventuellement, quand on est absent à un conseil municipal, envoyer son pouvoir par mail? Oui. Oui. D'accord. Moi je crois que j'ai fait le tour des questions que je poser. Je vous remercie. Sur la question qui avait été posée, Bernadette, au conseil d'avant, concernant une habitante que tu m'avais sollicité et envoyée, j'ai reçu la personne. Et on pourra en reparler. Voilà, je te remercie. Ça a été fait. À mon tour, je reviens sur la salle des fêtes pour... j'ai fait un petit compte rendu, un état des lieux, justement, suite au loto que nous avions organisé avec le comité des fêtes ce week-end, enfin ce dimanche plutôt. J'ai signalé qu'il y avait au moins 5 blocs de sécurité qui ne fonctionnent pas. J'ai vu ça avec Déborah, là. On va regarder, bon, par ailleurs, il y a effectivement quelques carreaux cassés déjà, enfin bon, bref, il y a quelques... de carrelage, oui. Il y en a au moins 6, si c'est pas plus. Ouais, il y en a 4 au droit de la scène, plus 2 qui sont fissurés du côté du plancher. Voilà. Donc, voilà. On avait noté les réserves ici déjà. Oui, oui. Merci. Nous faisons porte-parole pour remercier chaleureusement les vendeurs et acheteurs Simply Market, Valent Auchan, Boulangerie Cambridge, Cuba, pour tous les acteurs qui ont contribué à la vente de brioches pour la pays. Et donc on a reversé 950 € à l'association. Merci et félicitations pour votre action. Moi, juste une information. La dernière fois, Hélène, on avait parlé du rapport de la Sancoda. On a touché les dividendes. En 2017, on a touché 1556 de dividendes. Et en 2018, 766. Voilà. Tu l'informes. Bon, simplement pour dire que le PLU qui a été adopté lors du dernier conseil poursuit sa route avec l'envoi de toutes les pièces donc auprès de la préfecture et puis également aux personnes publiques associées. Voilà. Et bien ce conseil municipal est levé. Bonne semaine et bonne soirée.